Merci d'être avec nous, Loïc Hervé, et de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Sénateur centriste de la Haute-Savoie, on va évidemment parler de la crise des carburants dans quelques instants, puisque ça fait l'actualité. Emmanuel Macron en a parlé sur France 2 hier, mais il a également parlé de l'Ukraine. Et je voudrais en dire un petit mot avec vous. Il a confirmé l'envoi de canons César, le chef de l'État, à l'Ukraine, et a annoncé que la France allait livrer des systèmes de défense anti-aériens à l'Ukraine. C'est une bonne chose pour vous? C'est la continuation d'un soutien matériel auprès de l'Ukraine. C'est la solidarité de la France et du continent européen vis-à-vis de ce qui se passe là-bas. Ce qui est préoccupant, c'est que l'hiver arrive et que le risque d'une forme de gel des positions est réel. Et donc, oui, c'est important que la France marque et continue de marquer son soutien à l'Ukraine. Et c'est ce que nous faisons depuis le début. Il est nécessaire, et je rejoins en cela le président de la République, à ce que nous ayons un discours qui consiste à dire que l'issue sera de toute façon diplomatique. Et la nécessité de revoir le président russe revenir autour de la table des négociations, l'évocation d'une possibilité d'une rencontre entre le président des États-Unis et le président russe, ce sont des choses qu'il faut toujours maintenir. Il y a les armes, et puis il y a l'arme suprême, qui sera celle qui permettra de trouver une solution, qui est l'arme diplomatique, entre guillemets. Emmanuel Macron qui a aussi dit « Nous sommes dans une guerre hybride », parlant notamment des cyberattaques. C'est un sujet que vous suivez, vous, particulièrement. On investit, dit-il. Est-ce que la France est suffisamment préparée pour faire face à ces cyberattaques ? Elle va l'être de mieux en mieux parce que, effectivement, la LOPMI dont nous avons parlé ce matin prépare mieux le pays et donne des outils juridiques plus intéressants. Mais la réalité des entreprises, pour encore avoir échangé avec certaines d'entre elles, même hier, c'est le fait d'être soumises à ces risques-là qui sont de plus en plus importants et qui viennent souvent d'ailleurs d'Asie ou de Russie ou même d'Ukraine historiquement. Et qui sont une nouvelle forme de guerre. Et qui sont d'une forme de terrorisme, puisque le principe c'est je prends la main sur vos serveurs, je vous demande une rançon. La rançon est payée ou pas. Si elle est payée, vous avez vos données ou pas. Donc on a vraiment un enjeu de sécurité nationale pour des infrastructures avec des entreprises qui parfois ont du mal à oser porter plainte parce qu'elles ont tellement peur que leur réputation soit affectée. Des entreprises qui ont disparu à cause de ces affaires de cyberattaques. Donc il était très urgent de légiférer. Mais il faut qu'on ait aussi des outils numériques à disposition de nos forces de sécurité, police et gendarmerie, pour intervenir et aussi aller lutter contre ces réseaux qui sont dans le monde entier. Et justement, on va reparler de cette cyberdélinquance, puisqu'il en a été question hier soir dans l'hémicycle. On en parle dans quelques instants, mais d'abord, Emmanuel Macron s'est également exprimé évidemment sur la crise des carburants qui fait l'actualité. Un tiers des stations-service du pays sont touchées, les files d'attente s'allongent à la pompe et les grèves se poursuivent dans les raffineries. On va aller voir comment ça se passe dans votre département. Loïc Hervé, on va à Annecy, où on retrouve Sébastien Germain, co-rédacteur en chef de 8 Mont-Blanc, la télévision locale. Sébastien, la crise des carburants se poursuit. Quelle est la situation chez vous ? Bonjour à vous à Paris. Alors ici à Annecy, la Haute-Savoie, ni la Savoie d'ailleurs, on échappe donc à cette problématique du manque d'essence. En ce début de semaine, ça a été très très compliqué. Par exemple, ce lundi, il n'y avait qu'une seule station sur Annecy qui distribuait du sans-plomb et du gasoil. Résultat, comme partout en France, d'interminables files d'attente pour accéder aux pompes des stations-service. J'en ai d'ailleurs moi-même fait la meilleure expérience. Qui dit file d'attente dit également bouchons, embouteillage. Alors pour l'instant, on ne parle pas encore de pénurie, en tout cas du côté de la préfecture, mais ça devient vraiment très très compliqué de se procurer de l'essence. En attendant, Yves Le Breton, le préfet de Haute-Savoie, et son homologue savoyard ont pris un arrêté interdisant le remplissage des jerrycans pour éviter les surstocks. Et puis sachez aussi qu'ici en Haute-Savoie, la situation pesante a tourné au drame la semaine dernière, puisqu'à Saint-Julien en Genevois, près de la frontière genevoise justement, un résident suisse a été poignardé par un automobiliste mécontent. Sébastien, vous avez une question ? Oui, alors Loïc Hervé, vous vous êtes fendu d'un tweet dont vous avez secret ce lundi concernant cette grève et ses conséquences. Vous en avez appelé à la responsabilité du gouvernement. On l'a vu hier soir, le président Macron, lui, en a appelé à la responsabilité des grévistes. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur cette situation ? On a un petit peu l'impression d'être dans une impasse.
Les choses sont très simples. Il y a le droit de grève et le droit de manifestation. Ce sont des droits qui sont protégés par la Constitution. Il ne s'agit absolument pas de revenir là-dessus. Et puis, il y a le blocage d'infrastructures qui sont nécessaires à la vie du pays. Sébastien Germain ne l'évoque pas, mais dans notre département, nous, parlementaires, nous avons été alertés par les taxis. Dans notre département, les taxis font, pour 90% de leur chiffre d'affaires, ils transportent des personnes qui vont dans les services hospitaliers, notamment pour les dialyses. Et donc, vous vous dites qu'il n'y a pas tout à fait de pénurie, on en est quand même pas loin. Donc il est urgent, quand je dis au gouvernement qu'il intervienne, c'est qu'on doit débloquer la ressource pour que le pays continue à fonctionner. Il n'y a pas d'autre possibilité, pas d'autre discussion possible. Et je trouve que le gouvernement a été lent à la détente. Je trouve qu'encore hier soir, le président de la République fait preuve d'une méthode Coué qui, moi, m'inquiète. On peut dire que tout va rentrer dans l'ordre dans la semaine qui vient, mais moi, je ne vois aucun signe d'amélioration, ni à Gravenchon, ni à Port-Jérôme. C'est la méthode Coué pour vous. Mais non, de dire retour à la normale dans le coin de la semaine prochaine. Tout va rentrer dans l'ordre de la semaine. On sait très bien que même si les sites de raffinerie étaient débloqués, il faudrait plusieurs jours pour réapprovisionner les pompes en France. Donc les sites ne sont pas totalement débloqués, loin de là. Et donc évidemment, c'est une affaire qui va durer. Donc il faut de la fermeté. Presque la fermeté comme Ronald Reagan vis-à-vis des contrôleurs aériens dans les années 80, parce qu'on ne peut pas bloquer un pays au motif que la profession que l'on exerce soi-même peut en soi exercer une pression sur le pays. Les grévistes, ils font grève, les manifestants, ils manifestent, mais le pays ne peut pas être bloqué simplement parce que quelques personnes ont décidé d'empêcher les Français d'aller faire leur plein à la pompe. Il faut être très ferme. Et honnêtement, là-dessus, moi, si j'étais à la place du président de la République, je ne faiblirais absolument pas. Ça veut dire faire des réquisitions aussi chez Total, immédiatement. Mais le plus vite possible, parce que vous avez une réalité économique, encore une fois. Et on est la risée du monde, parce que, vous savez, on a eu ce débat avec nos voisins suisses ou belges sur le prix de l'essence il y a quelques mois. Aujourd'hui, entre guillemets, en Haute-Savoie, heureusement qu'on a la possibilité d'aller faire le plein en Suisse. Beaucoup plus cher d'ailleurs qu'en France, mais enfin honnêtement, on ne peut pas continuer de bloquer un pays. Même si j'observe que les sondages disent que les Français sont majoritairement solidaires de ce mouvement. Ce qui doit aussi alerter le gouvernement sur d'autres dimensions du débat, notamment sur la question de pouvoir d'achat. Ouais, ça, on va y venir, mais vous voyez bien que les réquisitions, loin d'apaiser le conflit, ça le durcit. Les grévistes sont remontés, Force ouvrière a rejoint le conflit aux côtés de la CGT. Est-ce que c'était forcément la bonne solution ? Mais quelle était la solution alternative ? C'était d'avoir des discussions salariales auxquelles l'État n'est jamais parti. Les discussions qui existent, honnêtement, bloquer des infrastructures comme celle-là, avant même que les négociations salariales annuelles aient démarré, c'est quand même quelque chose de tout à fait particulier. Donc l'État n'est pas parti aux négociations. Que les négociations aient lieu entre les partenaires, c'est-à-dire entre la direction d'Exxon, Esso et Total Energy avec leurs salariés, c'est une chose, mais l'État doit garantir aux Français le fonctionnement normal du pays et de l'économie. Donc il n'y a pas d'alternative. Le chef de l'État a particulièrement ciblé la CGT hier, il a eu raison. Écoutez, qu'ils prennent ses responsabilités. Moi, je vais vous dire quelque chose. On nous vend ce nouveau CNR, cette espèce de moment de grande discussion, de changement de Conseil national de la refondation, de changement de méthode, de capacité à aller discuter avec les acteurs économiques, sociaux, etc. La preuve, c'est qu'à un moment donné, dans le réel, il faut quand même que chacun joue son rôle. Le gouvernement doit jouer le sien. Sur ce que disait Sébastien, parce que c'était intéressant sur l'altercation qui a eu conduisant à un mort près de chez vous. Est-ce que gravement blessé. Pardon. Est-ce que vous redoutez cette explosion sociale ? Est-ce que vous redoutez ce que ça peut devenir ? On voit dans les pompes à essence des gens qui se bagarrent pour avoir de l'essence. Vous redoutez ce que ça peut engendrer chez les Français ? Moi, je remarque l'extrême vulnérabilité de notre système de distribution de l'essence en France. Ça révèle quand même qu'avec un problème, dans 2 raffineries, on n'a quasiment plus d'essence dans le pays. Donc ça devrait nous interroger quand même sur notre résilience, notre capacité à répondre rapidement à un enjeu comme celui-là. S'il y avait eu un incendie, par exemple, on aurait eu la même difficulté. Effectivement, moi, je sens dans le pays des tensions très fortes, sociales. Elles sont un peu rentrées, si vous voulez. Mais il faut qu'on soit très vigilant sur ces choses-là. Je suis pas sûr que de donner raison à ceux qui bloquent les infrastructures permette d'améliorer le climat social dans le pays, très honnêtement. Sébastien, vous voulez intervenir à nouveau ?
Non, c'était juste pour savoir, monsieur Loïc Hervé, vous parlez de fermeté. Qu'est-ce que vous entendez très concrètement? Ah bah, c'est très simple. Fermeté. C'est-à-dire que les piquets de grève ne peuvent pas bloquer l'accès de leurs collègues au travail. Ceux qui veulent faire grève font grève. Ceux qui veulent bosser doivent pouvoir travailler en toute liberté. Et s'il doit y avoir des réquisitions pour que on remette de l'essence dans les pompes à essence dans le pays, il faut évidemment le faire. Merci Sébastien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sébastien, de 8 Mont-Blanc, la télévision locale. Ah oui, c'est notre télévision des Pays de Savoie auquel nous sommes très attachés. Télévision locale. Un dernier mot là-dessus. Quand vous entendez Sandrine Rousseau qui appelle à la grève générale contre le gouvernement, qu'est-ce que vous en pensez? C'est irresponsable. C'est irresponsable. Le fait... Enfin, cette personne a pris dans le débat politique français une place assez incroyable depuis quelques mois. Et en fait, elle fait, par des punchlines ou par des tweets, elle rythme la vie politique du pays. Maintenant, on en est à un appel à la grève générale. Et pourquoi faire? Quel est l'intérêt? Moi, c'est ce que je lui demande. Quel est l'objectif final? Parce que moi, si c'est pour plus de justice sociale et si c'est pour une amélioration de la situation de tout le monde, je suis d'accord. Je ne suis pas sûr que la grève générale conduise exactement à ça. On va passer à l'actualité du Sénat, puisque vous examinez en ce moment la loi LOPMI, la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, une loi sécurité qui donne plus de moyens aux forces de l'ordre. On va voir ce qui s'est passé hier en séance avec Marion Vigreux. Bonjour Marion. Bonjour Ariane, bonjour monsieur le sénateur. Bonjour. Et Marion, on va revenir avec vous ce matin sur la suite des débats autour du projet de loi LOPMI, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Exactement, pour rappel, c'est une loi qui doit fixer, vous l'avez dit, le budget du ministère de l'Intérieur pour ce nouveau quinquennat jusqu'en 2027, un budget qui augmentera de 15 milliards d'euros sur 5 ans avec 3 objectifs majeurs. Plus de proximité, plus d'anticipation des menaces, plus d'adaptabilité aux enjeux numériques. Parmi eux, la cybercriminalité qui a été évoquée hier en séance. Il faut rappeler que la France est le 3e pays le plus touché en Europe et l'objet des débats a largement concerné l'article 4 qui encadre le remboursement des cyberrançons de la part des assurances. Désormais, pour être remboursé à la victime, une entreprise ou un particulier devra porter plainte sur 48 heures après le paiement de la rançon. Et hier, beaucoup de sénateurs se sont étonnés de cette décision, Marion. Oui, puisque certains estiment que cet article rompt avec la doctrine officielle qui dit qu'il ne faut jamais payer. Je vous propose d'écouter à ce sujet le sénateur socialiste Jérôme Durain. Visibiliser l'assurance par le dépôt de plainte, c'est quand même le message d'encouragement aux attaques. Et c'est d'une certaine manière, sinon un blanc-seing, le message qu'on solvabilise les cybercriminels. Réponse du ministre, cet article est au contraire nécessaire pour permettre à l'institution policière et judiciaire d'être informée de toutes les attaques et de sortir de ces zones d'ombre où certains s'assurent mais ne déposent pas plainte. Et je vous propose là d'écouter Gérald Darmanin. Je comprends son argumentation, mais il est nul et non avenu, puisque si on supprime cet article 4, alors il y aura toujours des assurances qui assureront des rançons sans que personne ne le sache. Donc c'est pire. Je préfère ce qui est mieux. Le ministre qui précise que tous les pays de l'OCDE autorisent aujourd'hui les assurances. Loïc Hervé, la mesure a été adoptée hier en séance. Que répondre à vos confrères qui craignent, avec l'assurance des cyberrançons, une augmentation du terrorisme? Alors d'abord, je me réjouis que l'article 4 ait été adopté par le Sénat parce qu'il va renforcer effectivement, par l'obligation du dépôt de plainte, la connaissance par les forces de sécurité de ce qui se passe. Évidemment, c'est pas un appel à ce que les entreprises payent la rançon. C'est simplement le fait de doter le pays d'outils juridiques et surtout d'outils techniques pour les forces de sécurité pour aller lutter contre ces pirates qui atteignent lourdement à notre appareil économique. Donc, moi, je suis plutôt sur l'analyse du ministre. Je reconnais qu'il y a une question morale sur le paiement des rançons. Mais imaginez une entreprise qui est attaquée par une cyberattaque, elle perd le contrôle de ses données, elle ne dépose pas plainte, elle paye la rançon, et souvent, elle ne récupère même pas ses données. Donc il faut qu'on change de paradigme, et plus on renforcera nos moyens de lutte et le fait d'avoir la connaissance des informations de la part des entreprises, il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent sans doute ce matin, le dépôt de plainte le plus vite possible. Le délai 48 heures, il est important. C'est pas après le paiement de la rançon, c'est 48 heures après l'attaque. Donc ça, c'est très important que, au plus vite,
l'exigence de la rançon soit demandée, parce qu'en fait, on s'aperçoit que partout dans le pays, au même moment, les mêmes pirates attaquent des entreprises ou des collectivités. Ouais, on a même eu des hôpitaux, qui ont été bloqués. Parce que dans l'actualité, il y a eu le département de Seine-Maritime qui a été attaqué. Il y a un hôpital dans l'Essonne qui a été attaqué avec divulgation des données des patients. Est-ce que les hôpitaux, les collectivités sont armées pour faire face à ces cyberattaques? Alors d'abord, la première des armes, et ça c'est presque le membre de la CNIL qui vous le dit, ce sont des armes techniques. C'est-à-dire qu'il faut que les entreprises prennent les moyens de se doter des outils de protection maximale, pour éviter en amont ce type d'attaque. Et effectivement, on a des enjeux de sécurisation de notre industrie, y compris dans le domaine énergétique, de notre appareil de santé, du monde des collectivités locales. Et nous avons beaucoup d'attaques qui sont vis-à-vis d'entités qu'on pourrait considérer comme n'étant pas visées. Mais en fait, toutes les structures qui ont une infrastructure informatique peuvent être visés par ces demandes de rançon. Il y a un autre sujet qui a été abordé hier lors de la séance. Gérald Darmanin a présenté un nouvel outil du ministère de l'Intérieur. Oui, il s'agit du réseau Radio du Futur, financé à hauteur de 2 milliards d'euros. Un plan qui prévoit de remplacer l'intégralité des réseaux actuels de radio et de communication entre la police, la gendarmerie, le SDIS, qui sont vieillissants. Airbus et Bouygues ont été choisis pour le développer, et ce notamment en prévision des Jeux Olympiques de Paris 2024. Loïc Hervé, c'est quoi exactement cet outil? Qu'est-ce qui va changer dans le fonctionnement des services? On s'est aperçu à l'occasion de crises importantes, notamment météorologiques, je pense aux Alpes-Maritimes ou à la Corse, que tout le réseau d'État pouvait tomber en quelques heures et ne plus permettre aux forces de sécurité et aux services de secours de communiquer, notamment entre eux. Donc c'est fondamental qu'on ait, au niveau régalien, au niveau de l'État, même si une partie va s'adosser à des réseaux civils, des opérateurs mobiles, une capacité d'avoir un réseau qui soit moderne et résilient. Donc ça, c'était vraiment l'objectif du ministre. Vous avez cité les industriels français qui ont été retenus pour le construire. Les contrats vont être signés ce matin à l'Hôtel Beauvau par Gérald Darmanin. C'est un moment très important pour le pays. Vous savez, moi, je m'occupe à la fois des questions de sécurité intérieure, mais aussi des questions de sécurité civile. Et je pense que c'est un moment fondamental. Il y a les grands événements sportifs qui arrivent, la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques en 2024. Donc c'est important que la France soit un pays, on va dire, aux normes et qu'on rattrape un retard. C'est l'objectif de la LOPMI, c'est 15 milliards réinjectés dans le ministère, c'est de doter nos forces d'une capacité opérationnelle beaucoup plus importante. Et quand on parle de réseau, c'est transmission d'images, de géolocalisation. Ah oui, c'est vraiment ça, une capacité d'être aux standards internationaux. Nous avions des réseaux vieillissants, à la fois sur les infrastructures, mais aussi sur les capacités, vous avez raison, d'échange entre les services. Un dernier mot sur ce texte, Marion, puisque les débats se sont terminés au début de l'examen de l'article 6. C'est ça, article 6 qui prévoit notamment le développement de la visio pour porter plainte et être entendu par les policiers. Un service qui n'empêche pas de se déplacer au commissariat. Cela concernera les plaintes pour atteinte aux biens et aux personnes, ce qu'a dit le ministre, plutôt pour des faits de violence légère. Les débats vont se poursuivre, vous l'avez dit, encore aujourd'hui, et le vote solennel du texte est prévu mardi prochain, le 18 octobre au Sénat. Est-ce que vous voterez ce texte, Loïc Hervé ? Bien sûr. J'en ai été le rapporteur avec Marc-Philippe Daubresse. C'est un texte avec lequel nous avons beaucoup travaillé avec Gérald Darmanin. C'est un texte qui avait une ambition très forte, qui devait s'occuper des images, notamment. Il a été considérablement réduit du fait de la nouvelle donne politique à l'Assemblée nationale. Il est passé de 32 à 16 articles. Voilà, il a été divisé par deux dans son dispositif. Néanmoins, il a été déposé au Sénat en premier. C'est une marque de considération pour la Haute Assemblée et pour le travail des parlementaires, notamment la Commission des lois, qui s'intéresse à ces questions-là. On a essayé, sur les amendes forfaitaires délictuelles, sur les assistants d'enquête, d'aller dans le sens du gouvernement pour aider nos forces de sécurité à être dotées de moyens supplémentaires. La majorité sénatoriale a également fait des propositions sur les refus d'obtempérer. Elle veut des sanctions plus lourdes. Refus d'obtempérer, rodéo urbain. Violence sur les élus. Très important. Gérald Darmanin s'en remet à la sagesse du Sénat. Vous pensez que l'Assemblée nationale suivra là-dessus ? Mais je pense que l'Assemblée nationale doit aussi entendre qu'il y a une nouvelle donne politique et que ce qui peut se passer au Sénat peut être aussi non seulement l'évocation, mais la traduction dans la loi de solutions
importante et exigée par le terrain. C'est là le gros avantage compétitif du Sénat vis-à-vis de l'Assemblée nationale, c'est que nous représentons les élus locaux, une forme de société civile dans le pays, et c'est important qu'ils nous entendent. Il faudrait être irresponsable pour aller supprimer ce genre d'article, et ça mettrait en cause d'ailleurs les possibilités d'un accord en commission mixte paritaire, quand les députés et les sénateurs, à la fin de la navette, chercheront un accord. Donc je ne mets pas la pression sur nos collègues députés, mais je pense qu'il y a des équilibres dans ce texte au Sénat, des améliorations, il y en a sans doute à trouver. Nous sommes des personnes totalement ouvertes avec Marc-Philippe Daubresse, mais il faut garder l'esprit de cette loi, et nous avons travaillé en bonne intelligence avec le ministre. Le ministre a plutôt respecté les avancées demandées par le Sénat. Donc oui, je pense que très majoritairement, le Sénat, au-delà même de la majorité, votera ce texte mardi prochain. Et ce texte, il vise aussi à répondre à la menace terroriste, menace d'autant plus prégnante qu'elle se modernise. C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin dans l'hémicycle. Hier, on avait Marc-Philippe Daubresse à votre place, et il nous disait que la France n'était pas préparée à faire face à un attentat lors de la Coupe du Monde, lors des Jeux Olympiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et est-ce que, comme lui, vous dites, il faut mettre en place la reconnaissance faciale pour ces événements? Comme le ministre, je suis défavorable à la reconnaissance faciale dans le pays. Vous savez, je suis un défenseur des libertés publiques, je m'intéresse aux questions de sécurité, et je pense qu'on est toujours sur un équilibre qui doit être précaire et qu'il faut préserver. Néanmoins, nous avons des dispositions à trouver pour la Coupe du Monde. Ce débat, nous l'aurons. Marc-Philippe Daubresse, avec Jérôme Durain et Arnaud de Belenet, ont écrit un rapport l'année dernière. Le gouvernement veut un texte en début d'année pour être prêt pour les Jeux Olympiques. Donc un texte spécifique sur la menace liée à ces grands événements sportifs. Un texte sur le droit des images en perspective des grands événements. Donc ce débat sur la reconnaissance faciale, avec le ministre qui est plutôt contre, moi qui suis plutôt contre, et puis d'autres personnes qui sont soit carrément pour, soit qui sont prêts à des expérimentations, c'est le débat que nous aurons au début de l'année prochaine. Encore une fois, l'essentiel, c'est que nous préservions l'équilibre sécurité et liberté. Et surtout, dans l'organisation des JO, il faut que l'État prenne toutes les mesures, surtout dans la dimension des événements, pour ne pas être trop vulnérable face à une attaque terroriste. Donc je le dis clairement aux organisateurs, il y a effectivement les dispositifs, mais il y a aussi l'ampleur des cérémonies qu'on veut organiser. Donc il ne faut pas avoir trop grand, c'est ce que vous dites? Mais non, mais quand on évoque la grande parade sur la Seine, avec des millions de personnes sur les rives, sur les quais de Seine à Paris, moi je veux bien qu'on demande au Parlement d'autoriser toutes les facultés pour organiser ces JO. Il faut qu'on soit aussi raisonnable sur la dimension des choses. Une forme de sobriété qu'on peut aussi avoir sur les JO. Je ne suis pas inquiet, parce que je pense que la raison l'emportera, mais il faut aussi que vis-à-vis de la menace terroriste, on soit capable d'organiser ces JO et de ne pas trop mettre notre pays en danger, ni les sportifs, ni les spectateurs. Il y a un autre sujet qui s'est invité dans les débats dans l'hémicycle, c'est la réforme de la police judiciaire, réforme controversée. Gérald Darmanin a pris acte des recommandations du Sénat. Il s'est voulu rassurant avec les magistrats. Il a dit que les magistrats auront toujours l'immense responsabilité des enquêtes. Est-ce que ce sont des pas suffisants? Est-ce que vous êtes favorable à cette réforme? Moi, je suis favorable à la réforme qui consiste à départementaliser les services de police et avoir un interlocuteur unique dans le département. Je suis sénateur depuis maintenant 8 ans. Les policiers et les gendarmes sont nos interlocuteurs du quotidien, notamment vis-à-vis des maires. Au niveau des gendarmes, nous avons un colonel qui est le patron de la gendarmerie. Il renseigne des comptes au préfet pour tout ce qui est sécurité publique. Pour ce qui est de la police, l'institution est divisée. Donc, depuis Pierre Joxe, c'est-à-dire depuis les années 90, on essaye de mener cette réforme de l'unité de commandement de la police au niveau départemental. Ça, c'est une très bonne chose. J'entends les inquiétudes de la police judiciaire. D'ailleurs, la commission des lois, présidée par François-Noël Buffet, a décidé d'une mission qu'il a confiée à Jérôme Durain et à notre collègue Bellureau. Donc, les deux sont en charge d'écouter ce qui se passe sur le terrain. Donc, Jérôme Durain et Nadine Bellureau ont démarré les auditions. La Haute Assemblée est à l'écoute de ce qui se passe. C'est vrai qu'en termes d'enquête et de suivi d'enquête, les policiers de police judiciaire ou les gendarmes de police judiciaire sont sous l'autorité des magistrats. Et ça, c'est important qu'on le garde et qu'on le conforte dans la loi si nécessaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut mettre la réforme de côté. Elle est importante. Merci Marion.
Tout à l'heure, on va parler d'un autre débat sur l'énergie avec Elisabeth Borne, c'était hier. On en parlera tout à l'heure. Un dernier mot avec vous, Loïc Hervé, sur le Covid, puisqu'on a appris qu'Édouard Philippe allait être convoqué devant la Cour de justice de la République pour mise en danger de la vie d'autrui, en cause notamment la lenteur de sa prise de décision au début de la crise Covid. Est-ce que c'est une convocation justifiée pour vous ? Alors, c'est pas à moi de répondre à cette question-là, puisque la Cour de justice de la République étant l'instance qui, dans la Constitution, est l'instance qui juridictionnelle qui juge les ministres dans leurs responsabilités. Mais la question, c'est est-ce que ça doit rester dans le champ politique ou est-ce que ça doit rentrer dans le champ judiciaire ? Premier élément, mon vécu de terrain. Les premiers clusters sont en Haute-Savoie, au Contamine-Montjoie, à la BAM de Sillingy. Donc les premiers clusters sont en Haute-Savoie. La réaction de l'État était réelle. Même du temps d'Agnès Buzyn, on a souvent critiqué pour le fait que l'État n'ait pas pris conscience des choses. Moi je peux témoigner que les choses ont été prises en compte rapidement. Remettons-nous dans le contexte. Moi qui ai plutôt été critique de la gestion de la crise sanitaire pendant des mois, on ne sait pas ce qui nous arrive. Enfin, honnêtement, on est un peu sidéré. Le gouvernement l'est aussi. Donc moi vis-à-vis d'Édouard Philippe, je n'ai pas le sentiment qu'il ait manqué de diligence dans les mesures qui ont été prises au départ. C'est lui qui décide du confinement, c'est lui qui décide d'interrompre un processus électoral, ce qui n'est jamais arrivé, ou quasiment jamais dans l'histoire du pays. C'est arrivé une fois quand un volcan a rentré en éruption à La Réunion, donc pour vous dire. Mais donc il y a vraiment des mesures qui ont été prises dès le départ. Après, c'est aux magistrats et aux magistrats politiques, puisque vous savez que la Cour de justice de la République est composée de magistrats professionnels, mais aussi de magistrats qui sont des parlementaires, de décider de ce qu'Édouard Philippe devra rendre comme compte. Pour l'instant, moi, je crois que dans le temps qui a été le sien, il a plutôt pris les décisions avec diligence. Ça n'empêche pas que je reste critique sur l'organisation de l'État, le rôle des ARS, la décision d'utiliser le pass sanitaire ou d'utiliser le masque partout et trop longtemps, ça c'est autre chose. Mais sur la réaction immédiate, je suis plutôt reconnaissant de ce que Édouard Philippe a fait. Merci beaucoup, Loïc Hervé. Merci d'avoir été notre invité.